Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une œuvre intitulée L'Amant. Il s'agit d'une autofiction de Marguerite Duras dont la date de publication est 1984. Un jour que la narratrice a atteint un certain âge, un homme vient la voir et lui dit qu'il la préfère maintenant par rapport à quand elle était jeune. La narratrice nous dit qu'à 18 ans, son visage a vieilli brutalement avant de vieillir à un rythme s'approchant de la norme. Marguerite Duras fait un saut dans le passé. Elle revient à ce qu'il s'est passé quand elle a eu 15 ans. Elle habite alors en Cochinchine avec sa mère et ses deux frères, son père étant décédé. Elle est inscrite dans un lycée français et elle loge dans une pension à Saigon. Sa mère dirige et donne des cours dans une école de Sadek. Sa mère place beaucoup d'espoir dans sa fille, les rêves portant sur ses deux fils ayant échoué et sa concession au Cambodge ayant été inondée. Elle veut que sa fille fasse une agrégation de mathématiques. La jeune fille veut plutôt écrire. La narratrice et ses deux frères vivent pauvrement dans ce pays, mais ils sont toutefois moins pauvres que la plupart des indigènes. La mère ne s'occupe pas toujours bien d'eux quand elle a ses phases de désespoir. La mère s'habille pauvrement, ce qui fait honte à ses enfants. La narratrice elle-même n'est pas habillée richement. Elle porte ce qu'elle appelle des sacs. Elle porte les vieilles robes de sa mère. Elle porte les soldes soldés que sa mère lui a achetés. Quand elle a 15 ans, la narratrice est sur un bateau qui transporte le quart grâce auquel elle a fait un bout de trajet. Le bateau est sur le Mékong et il va en direction de Saigon. Elle porte une robe de soie claire ayant appartenu à sa mère, une ceinture, des talons hauts en lamé or et un chapeau d'homme rose. Elle a deux nattes et elle est maquillée. Un homme dans une limousine la regarde. Il finit par l'aborder. C'est un Chinois et il lui propose de faire le reste du trajet dans sa limousine plutôt qu'en car. La jeune fille accepte. L'homme vient la chercher plusieurs fois au lycée pour la raccompagner en pension. Un jour, il la ramène dans sa garçonnière. Ils y font plusieurs fois l'amour. Il l'emmène ensuite manger dehors. Là, elle apprend que le père de son amant est un homme très riche qui est propriétaire de plusieurs compartiments qu'il loue comme logement. Il a 12 ans d'écart avec elle. La relation durera 1 an et demi. Ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble. Son père a déjà refusé à son fils un mariage avec une blanche. Puisque son père a l'argent, il peut couper les vivres de son fils s'il ne se conduit pas comme il le veut. Cela a déjà été le cas en France. Sur la demande de la narratrice, l'amant invitera plusieurs fois la mère et les frères de la narratrice dans des restaurants luxueux. Ses frères n'adresseront jamais la parole à son amant. La narratrice ne dit rien de sa relation avec son amant à sa mère. Cependant, elle la devine et cela crée des scènes. L'auteur nous parle de son amant mais aussi de sa famille. Son petit frère va mourir d'une maladie en décembre 1942. Son grand frère est tyrannique. Il vole toute la famille et les personnes qui travaillent pour eux. Il ne peut pas s'empêcher de jouer et il perd souvent. Il a des dettes que la mère de l'auteur éponge comme elle le peut. Il sera proxénète et prostitué. Il fera faire à sa mère au dernier moment un testament l'avantageant grandement. Et enfin, il y a la mère de l'auteur qui ne possède pas toute sa raison. Elle accepte tout parfois et quelquefois elle se met en colère. Elle est incapable d'éduquer sa fille. Elle a des phases d'absence, de désespoir. Plus tard, son projet d'élevage de poussins sera voué à l'échec. Elle mettra des moutons dans sa chambre. La narratrice rate des jours de cours. Elle découche ou rentre tard à la pension. Un jour, le lycée prévient la mère. Cette dernière vient et elle dit qu'il faut laisser libre sa fille. C'est effectivement ce qui se passe car la jeune fille est une des rares blanches de l'établissement. L'auteur nous fait le portrait d'Hélène Lagonelle, une autre jeune fille qui fréquente la même pension qu'elle. Cette fille est jolie et l'auteur admire sa belle poitrine. Bien qu'elle ait 17 ans, elle fréquente les cours primaires. Ses parents pensent la marier bien que cela n'enchante pas Hélène. La narratrice pense donner cette fille à son amant et regarder la scène. Hélène pleure car elle pense que la narratrice va quitter la pension. Finalement, c'est Hélène qui quittera la pension la première. À un moment, l'amant est absent pour quelques jours afin de veiller sur son père malade.
Il dit à la jeune fille que son père n'est pas encore mort et qu'il veut que la liaison qu'il a avec elle s'arrête. Des bruits courent sur la réputation de la narratrice, sa réputation baisse, sa mère lui dit qu'il ne sera pas possible de la marier dans ce pays. Sa mère lui demande pourquoi elle voit cet homme. Elle lui répond que c'est pour l'argent. La jeune fille repart en France avec sa famille. L'amant a payé les billets. Sur le port, l'amant est dans sa limousine et il regarde la narratrice partir sur le bateau. L'amant se mariera avec une Chinoise riche et choisie par les deux familles. Des années plus tard, l'amant est de passage en France avec sa femme. Il passe un coup de fil à la narratrice. Après lui avoir dit des banalités, il lui dit qu'il l'aime toujours. Le roman met en avant deux types de liens. Il y a tout d'abord le lien entre la narratrice et son amant. Il y a ensuite le lien entre la narratrice et sa famille. La mère a une place particulière dans le roman. Elle aime ses enfants, ainsi elle montrera les photographies de ses enfants aux autres avec une certaine fierté. Cela lui arrive de les négliger quand elle est dans ses phases de désespoir. Elle veut tout et son contraire. Elle reproche à sa fille d'avoir des relations avec un amant. Elle l'abat même, et cependant c'est comme si elle encourageait tout de même cette relation, car elle laisse sa fille porter une robe presque transparente tellement elle est usée et des talons hauts. La mère les fait vivre pauvrement. L'auteur dira que ces robes étaient plutôt des sacs. Elle a honte de sa mère quand elle est devant le lycée car elle est habillée pauvrement. Elle fait les soldes soldés. Il y a un seul salaire pour elle et ses 3 enfants. Cependant, face à la pauvreté des autres habitants de ce pays, ils sont plutôt bien lotis. Ils n'ont jamais eu faim. Ils ont le luxe de refuser quelquefois de la nourriture. Et enfin, la mère a une très grande préférence envers le frère aîné. La place de l'argent est particulière dans cette œuvre. Il y a le frère qui dépense tout, vend, perd au jeu, fait des dettes. La mère éponge les dettes de son fils aîné comme elle le peut. L'amant a plein d'argent, mais cette richesse provient de son père qui, si son fils ne fait pas ce qu'il veut, lui coupe l'argent. La relation entre la narratrice et son amant coûte cher. L'amant l'emmène dans de grands restaurants. Il paie certains frais pour toute la famille. C'est lui qui leur paie le voyage du retour. Quand la mère demande à sa fille si elle voit son amant pour de l'argent, la narratrice répond que oui. Il est probable qu'elle réponde oui pour ne pas avouer à sa mère que cet homme lui plaît, qu'elle le désire. Dès la première relation, l'amant parle de donner de l'argent à la narratrice. L'œuvre comporte certains aspects bizarres. La narratrice est habillée comme une femme, et cependant elle dit à son amant de la prendre comme les autres femmes. Cela signifie qu'elle n'est pas encore une femme. L'amant la traite comme une enfant et quelquefois comme une adulte. Il la traite également quelquefois comme une prostituée en la payant. Quelquefois il la traite comme une amante. Il commence cette relation, il va même jusqu'à lui offrir une bague de fiançailles, sachant que cette relation n'aura pas d'avenir. Le roman comporte plusieurs oppositions. Il y a tout d'abord une opposition envers le mariage. La famille de la narratrice est contre, le père de l'amant est contre également. Mais il y a également une opposition entre les blancs et les autres. La jeune fille a plus de droits que les autres. Elle peut ne pas aller en cours. Elle peut revenir à l'heure qu'elle veut à sa pension. L'histoire est racontée du point de vue de la jeune fille. Cependant, elle est écrite par une femme qui est bien plus âgée qu'elle. L'auteur a suffisamment d'âge pour parler des événements futurs, présents ou passés. L'éloignement lui permet de dire sans artifice qu'elle a eu une famille qui était loin d'être parfaite, une mère qui lui donnait une certaine liberté mais qui en fait ne s'occupait pas d'elle, un frère complètement effacé qui parlait peu, pleurait et ne tenait pas tête à son grand frère, qu'elle avait un grand frère despote, qu'elle avait une amie un peu gourde, qu'elle manquait un certain manque d'interdiction à l'école, car elle était une des rares blanches. La narratrice était face à une certaine solitude, et celle-ci ne sera même pas effacée par son amant, car ils parlent ensemble de choses diverses, mais jamais de même. La narratrice parle de sa mère ou de ses frères à son amant. Les souvenirs y sont pêle-mêle, comme quelqu'un qui se souvient. Ainsi, la rencontre sur le Mékong sera plusieurs fois coupée par d'autres souvenirs. La narratrice ne nomme quasiment personne. On ne sait pas le nom de la narratrice, on ne sait pas le nom de la mère, on ne sait pas le nom des frères, on ne sait pas le nom de l'amant. Les noms qui restent ne sont que ceux des gens de second rang. Par exemple, il y a le nom de la domestique, de son ami de pension. La narratrice et son amant sont tous deux dans un pays qui n'est pas le leur.
Ils ont connu tous les deux la France. Ils ont pour point commun également leur corps. Celui de la narratrice n'est pas encore fini, elle n'a pas encore des seins de femme. Lui a un corps gringalet, presque maladif. La différence entre les deux personnages se situe vis-à-vis de la richesse. La narratrice est quelquefois une enfant, c'est le cas lorsque sa mère choisit ses vêtements, lorsque sa mère la dispute, la bat quand elle sent que sa fille a des relations avec son amant. La narratrice va à l'école, elle suit l'itinéraire de sa mère qui est d'obtenir l'agrégation. La jeune fille est également une adulte, elle l'est dans sa sexualité, dans sa compréhension des choses, elle n'est pas comme les autres jeunes filles qui pensent aimer leurs copains pour toujours, elle sait déjà que la relation ne pourra pas durer. Elle est également une adulte dans son besoin d'indépendance vis-à-vis de sa famille. 15 ans et demi, le corps est mince, presque chétif, des seins d'enfant encore, fardés en rose pâle et en rouge, et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rit et dont personne ne rit. Je vois bien que tout est là, et rien n'est encore joué. Je le vois dans les yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Déjà, je l'ai dit à ma mère. Ce que je veux, c'est ça. Écrire. Pas de réponse la première fois. Et puis elle me demande, écrire quoi? Je lui dis des livres, des romans. Elle dit durement, après l'agrégation de mathématiques, tu écriras si tu veux, ça ne me regardera plus. Elle est contre. Ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague. Elle me dira plus tard, une idée d'enfant. Je lui ai répondu que ce que je voulais avant toute chose, c'était écrire. Rien d'autre que ça, rien. Jalouse elle est. Pas de réponse, un regard bref, aussitôt détourné, le petit haussement d'épaules, inoubliable. Je serai la première à partir. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle me perde, pour qu'elle perde celle-ci, cette enfant-ci. Pour les fils, il n'y avait pas de crainte à avoir, mais celle-ci, un jour, elle le savait, elle partirait, elle arriverait à sortir. Première en français. Le proviseur lui dit, votre fille, madame, est première en français. Ma mère ne dit rien, rien. Pas contente parce que ce n'est pas ses fils qui sont les premiers en français. La saleté, la mère, mon amour. Elle demande, et en mathématiques? On dit, ce n'est pas encore ça, mais ça viendra. Ma mère demande, ça viendra quand? On répond, quand elle le voudra, madame. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit, je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait su par la mère qu'il avait revu à Saigon et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire, et puis, il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.